à la musique. Zéro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons choisi avec Marc Leval, qui est le patron de cette émission sur ABC Talk TV, un titre extrêmement important, le problème du foie. Dans notre santé, le foie joue un rôle absolument essentiel. Et c'est pour cette raison qu'il y a peu de temps, nous avons pu produire tous les deux, Jean et moi, un livre sur la thématique suivante, Votre foie, F-O-I-E, a besoin d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Si votre foie a besoin d'amour, ça veut dire qu'il en manque d'une manière générale. Or, dans le domaine de l'amour, quel qu'il soit, eh bien, si on veut qu'il y ait de l'amour, il faut connaître, il faut savoir. Où se situe notre foie? Ça, tout le monde le sait à peu près. Qu'est-ce que c'est que le foie et comment fonctionne-t-il? C'est plus compliqué, d'autant que ce foie, j'en parle en tant que chirurgien du cancer, qui a opéré beaucoup de patients atteints de cancer du foie. Nous verrons cancer primitif, mais aussi cancer secondaire du foie. Bien que le chirurgien, lui, ait le rêve de pouvoir enlever la partie malade pour que la partie résiduelle, la partie restante, comme on dit, puisse régénérer. Car le foie, figurez-vous, est capable de régénérer. Si l'on enlève 70 à 80% de la masse hépatique totale, eh bien, les 20%, les 30% restants sont capables, en 6 mois, de refaire ce qui a été enlevé. Et d'une manière saine, puisqu'on part d'un foie qui est sain. Avant de démarrer, je veux que vous sachiez, vous qui nous regardez, et que vous regardiez cette petite pancarte, ça c'est l'Ordre des médecins français. Je suis adhérent, obligatoirement, je paye ma cotisation à l'Ordre des médecins, mais figurez-vous que je suis suspendu depuis le 1er janvier de cette année 2024 jusqu'au 31 décembre 2025. Je suis suspendu de mon rôle de médecin. Bien, pour des raisons qui sont trop compliquées à expliquer, mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas suspendu de mon titre de professeur de cancérologie, professeur de chirurgie digestive, et j'aurais pu être aussi professeur de nutrition, parce que j'avais tous les titres pour cela lorsque j'étais sur Paris, travaillant à l'Institut Curie, pour obtenir la possibilité d'enseigner la nutrition à des futurs médecins, donc à des étudiants en médecine, mais cela, à l'époque, m'a été refusé. C'est fort dommage. Aux États-Unis, vous pouvez cumuler les titres, professeur de cancérologie, professeur de chirurgie, professeur de nutrition. En France, il faut en garder un seul. Donc, nous allons aujourd'hui parler du foie, et si j'ai fait ces précisions, c'est parce que je sais que j'ai des collègues qui pensent que normalement je ne devrais pas parler ou que je trouble l'ordre public. Ce n'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est de faire passer des messages de santé et justement de vous expliquer combien ce foie dans votre organisme est d'une très grande importance. Et si j'ai invité Jean Joyeux, qui n'est autre que mon fils aîné, sur un tel sujet, c'est parce que, nous avons écrit ce livre ensemble, et parce que je ne pouvais pas, moi, faire la partie concernant essentiellement la nutrition, puisque nous allons le voir, tout ce que nous mettons dans notre palais des saveurs et qui descend dans notre tube digestif va passer la barrière
on appelle ça la barrière intestinale, pour aller directement vers le foie. Évidemment, ce n'est pas la pomme qui va vers le foie, ce sont des produits, des éléments de la pomme qui vont passer. Ce n'est pas le morceau de viande ou de poisson qui va passer vers le foie, mais ce sont grâce à des enzymes qui ont découpé des éléments de notre alimentation dès le système de la salive et ensuite dans l'estomac et au-delà. Ce sont donc des molécules qui traversent directement cette barrière intestinale pour aller passer vers le foie, lequel va utiliser ou pas utiliser, va jouer un rôle absolument capital. Arrivent dans le foie deux vaisseaux essentiels. Un vaisseau qu'on appelle la veine porte. Vous me direz, c'est pas très intéressant. Si, c'est important parce que cette veine, elle charrie, si on peut dire, tout ce que l'intestin a laissé passer. Et autant que possible, des bonnes choses plutôt que des mauvaises choses. Et il faut même savoir que nous avons dans le tube digestif des bactéries qui sont là, qui constituent ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Eh bien, certaines bactéries traversent, passent dans la veine et nous avons ce que les spécialistes appellent, à juste raison, une bactériémie portale. Une bactériémie, ça veut dire qu'il y a des germes dans la veine porte, mais il n'y a pas de souci. Le foie va s'en occuper parce que notre foie possède à peu près un tiers de cellules qui sont des cellules de protection des cellules hépatiques. Ça veut dire qu'il y a des cellules immunitaires dans le foie qui ont un rôle absolument essentiel donc, pour protéger la cellule hépatique. Laquelle cellule hépatique, on va le voir, a beaucoup de fonctions de synthèse, de fonctions d'élimination, puisque le foie va éliminer de la bile, va fabriquer de la bile et va l'éliminer. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le foie va recevoir des éléments venant de notre alimentation et c'est là que se situe la question la plus importante. Qu'est-ce que je dois donner à mon foie pour qu'il soit dans le meilleur état ? Je vous ai parlé de la veine porte qui apporte au sang un sang qui n'est pas très oxygéné. C'est un sang, on dit, un peu foncé, un peu bleu. On parle d'une veine, donc c'est un sang veineux. Il y a des veines qui ont du sang rouge au niveau du cœur, mais il y a au niveau du foie l'arrivée de cette veine porte qui est un sang bleu, pas oxygéné. Donc, il faut que le foie reçoive de l'oxygène. Et la seule façon pour lui de recevoir de l'oxygène, c'est d'avoir, grâce à Dieu, une artère hépatique, qui vient grosso modo de l'aorte, c'est-à-dire le cœur donne un énorme vaisseau qu'on appelle l'aorte et va, à partir du cœur, du ventricule gauche, injecter dans l'organisme une quantité considérable de sang de à peu près 5 à 6 litres par minute, donc du sang rouge, du sang qui a été magnifiquement oxygéné par nos poumons, et ce sang va arriver par l'artère qui est l'aorte, aorte dans le ventre, aorte abdominale, et ce sang va arriver au foie pour amener au foie l'oxygène dont il a besoin, car nos cellules ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Nos cellules, elles sont capables de travailler dans un sens pour fabriquer des choses, mais n'oubliez pas, comme toute cellule a des déchets. Et ces déchets doivent être gérés par le fonctionnement de la bile qui éliminera un certain nombre de produits, mais gérés aussi par le fonctionnement des cellules immunitaires qu'on appelle les cellules de Kupfer, peu importe leur nom, c'est lui qui les a découvertes. Mais ces cellules donc sont là dans notre foie pour faire un travail considérable puisque nous prenons un petit déjeuner, nous prenons un repas de midi et nous reprenons encore un repas du soir. Donc attention, votre foie va dépendre de vos habitudes alimentaires. Alors Jean, toi qui es très branché sur ce sujet-là, quels conseils tu vas nous donner? D'abord, quelles sont tes passions dans le domaine professionnel sur les sujets de la nutrition? Mes passions, elles sont totalement centrées sur la nutrition. Je dirais que c'est mon secteur de compétence numéro 1, puisque je suis micronutritionniste, diplômé universitaire, et diététicien aussi. Je forme depuis pas mal d'années des futurs nutritionnistes, éventuellement aussi dans d'autres secteurs de thérapeutique dite naturelle, comme la naturopathie ou autre. J'ai donné beaucoup de formations sur tous ces sujets-là, et de fait, le sujet de la santé du foie, ou même le sujet du foie, est absolument central dès qu'on parle de nutrition.
dès qu'on parle de santé, dès qu'on parle de métabolisme, dès qu'on parle même de traitement pour des pathologies plus ou moins lourdes, plus ou moins chroniques, le sujet du foie reste absolument central. Et dans le cadre de la plupart des consultations que je donne en nutrition, la question du foie doit être posée. Alors évidemment, on ne demande pas aux patients comment va votre foie, encore que parfois la question puisse sortir sous cette forme-là. Mais de plus en plus de personnes ont un foie qui n'est pas en bonne santé. C'est pour cette raison qu'en 2017, on avait travaillé, 2020 plutôt je crois, travaillé sur ce projet de livre, Votre foie a besoin d'amour, parce que c'est un problème de santé publique. Les foies gras, les stéatoses hépatiques, les stéatohépatites, donc un foie gras avec un début d'inflammation ou une inflammation plus ou moins avancée selon les personnes, sont de plus en plus fréquents. Et bien même avant que la stéatose soit présente ou avant que l'hépatite soit présente, il y a un travail à faire qui sera un travail non seulement de prévention, mais d'apprentissage de l'entretien de notre foie, de la même façon qu'on doit être capable ou apprendre ou réapprendre à entretenir chacun de nos systèmes. Donc le foie dans tout ça, c'est vraiment la plaque tournante métabolique, la plaque tournante des nutriments, comme tu l'as rapidement schématisé, et ne pas prendre le foie en compte quand on parle de nutrition, c'est risquer de passer à côté d'un truc fondamental en fait. Alors, tu as parlé du foie gras. On va voir comment on peut fabriquer un foie gras. Moi, j'aime beaucoup le foie gras des oies, des canards. Bon, mais le foie de l'homme qui devient gras, c'est quand même pas génial. On va voir pourquoi, quels sont les signes. Et puis, il y a les hépatites virales, c'est-à-dire un virus qui va atteindre le foie. Nous verrons de quelle façon. Et puis, il y a aussi des hépatites qui ne sont pas virales, qui sont des maladies auto-immunes. Et puis, il y a malheureusement aussi des cancers du foie, et primitifs, secondaires. On va commencer par le foie gras. Parce que c'est, je crois, peut-être la pathologie la plus fréquente en France, en Europe et même ailleurs. Oui, je crois qu'on a commencé à parler d'une pathologie émergente aux alentours des années 2010. En même temps qu'on parlait du syndrome métabolique, en réalité, c'est en droite continuité de tout ce qui a été mis en place, alors pas forcément intentionnellement hein, bien sûr, mais par la malbouffe, le manque d'activité physique certainement joue un certain rôle là-dedans, mais surtout une très forte dégradation des habitudes alimentaires au profit d'une forte consommation de produits raffinés et ultra transformés. C'est le problème qu'on retrouve de façon systématique. Ça, c'est l'industrie agroalimentaire, là. L'industrie agroalimentaire, ben oui, les grands groupes industriels produisent des aliments qui sont pauvres en nutriments, qui sont raffinés, qui sont trop riches en sucre, en additifs, etc. Alors, il ne faut pas non plus jeter toute l'industrie agroalimentaire à la poubelle. Il y a des industriels qui travaillent, on va dire, proprement, mais quand on est dans l'industrie agroalimentaire de masse et de la très grande distribution, c'est au moins cher. Les produits ultra transformés coûtent pas cher parce qu'ils ont peu de valeur, il faut être clair là-dessus, et leurs qualités nutritionnelles sont très souvent très dégradées. Il y a beaucoup d'articles scientifiques qui sont sortis sur ce sujet-là. Il faut limiter le plus possible, moi j'aurais tendance à dire éviter de consommer les produits ultra transformés et réapprendre, se réapproprier quelque part ce qui nous a été un peu dérobé à notre insu, on s'en est pas trop rendu compte, mais la transmission des habitudes alimentaires, de la culture alimentaire se faisait de génération en génération au sein des communications familiales. Et puis maintenant, c'est la télé, la publicité, et puis le remplissage des rayons dans les supermarchés avec un marketing qui est d'une astuce assez fascinante, quoi, hein. Il y a beaucoup de génie dans tout ça. C'est un peu dommage de le mettre à ce service-là. Jean, on va être assez précis. Je veux avoir un foie gras. Voilà. Bon, je pense que personne ne viendra te dire je veux avoir un foie gras. On va plutôt te dire j'ai un foie gras qu'on a vu parfois par des éléments de l'échographie hépatique, il y a des examens, par un scanner, par une IRM, peut-être des examens biologiques aussi. Donc, on va inverser un peu les choses. J'aimerais avoir un foie gras. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez, monsieur qui est spécialisé dans la nutrition et la micronutrition ? Alors, la première étape, c'est d'avoir une alimentation riche en glucides. Ah, pas en gras. Non. Pas forcément.
On va dire que ça peut Glucides même... et sucres, quoi. Glucides, alors sucre, dans les glucides, il y a beaucoup de choses. Oui, Il y a le sucre, les sucres, donc le sucre, ça va être le sucre qu'on rajoute dans le café, bien sûr. le saccharose. Ça va être les sucres ajoutés dans les pâtisseries, les sucreries, les bonbons, tout ça. C'est pour ça que souvent ils mettent sucre non ajouté ou pas de sucre ajouté, quoi. Alors voilà, tout à fait. Il y a des aliments qui contiennent naturellement du sucre, comme les fruits, Oui. comme certains légumes qui peuvent en contenir. Alors le contenu des fruits en sucre est faible, très très faible. Et puis, On va être... C'est du bon sucre, hein. C'est pas une question de bon Ouais. sucre ou de mauvais sucre, c'est une question de quantité et une question de vitesse à laquelle on va l'absorber. Ah. Dans un fruit, par exemple, si on prend une centaine de grammes de pommes crues, par exemple, on va être, selon le type de pomme, il y a des pommes un peu plus sucrées, d'autres qui sont moins sucrées, on va être sur 10, 12, 13% de sucre totaux Ah bon, dans ces très peu. sucres-là. C'est assez peu. Voilà, alors il y a aussi d'autres choses qui accompagnent la pomme. Il y a toute une matrice, c'est très important de penser à la matrice. Une pomme, elle contient de la vitamine C, elle contient du potassium, elle contient un petit peu de vitamine du groupe B, elle contient d'autres minéraux, elle contient de l'eau, donc elle contient beaucoup de choses très importantes nutritionnellement, puis surtout elle contient des fibres. Or la présence de fibres va ralentir la vitesse d'absorption du peu de sucre qu'il y a. Et c'est très important de faire un distinguo clair entre le fait de consommer un fruit entier, plutôt bio, plutôt de saison, plutôt non épluché, parce que les nutriments sont présents surtout dans l'enveloppe du fruit, voilà, à l'exception de la banane et des oranges évidemment. Oui. Mais c'est important de faire la différence entre la pomme dans son entièreté et le jus de fruit. Le totum du fruit. Le totum du fruit. Quand D'accord. on passe la pomme à la centrifugeuse donc pour obtenir un jus qui soit clair, qui soit liquide, qui ait une belle couleur, etc., c'est très bon comme saveur, mais on a enlevé les fibres. Et le fait d'avoir enlevé les fibres, du coup, c'est qu'il n'y a plus de frein à l'absorption du glucose. Donc si je veux mon foie gras, je vais prendre des jus de fruits. Les jus de fruits fonctionnent très très bien Coca-Cola, pour ça développer va un foie gras. Ça ira vite, assez vite. Ça peut aller très très vite et d'autant Ah. plus vite que dans les jus de fruits, donc, on va concentrer le sucre, réduire les fibres, on garde de l'eau, mais si les jus de fruits sont des jus de fruits industriels qui ont été un petit peu concentrés, etc., on concentre le sucre. Donc coca, soda. Alors ça, Tout- c'est des sodas, c'est encore autre chose. Oui, Mais là, on parle de jus de fruits. d'accord. Les jus de fruits peuvent avoir bonne presse parce que c'est du fruit, parce qu'on peut avoir des teneurs garanties en vitamines. Le problème, c'est que ça doit être une consommation qui est sporadique. Ça va être Bon, plutôt donc, rare. pour l'éviter, il faut manger la pomme, quoi. ça Pour qu'on dit l'éviter, il faut manger les fruits en entier. Pomme du matin, éloigne du médecin. Voilà, puis Donc on la pomme peut... du matin ne donne pas de foie gras, quoi. Ah non, Bon. sauf s'il y a un grand jus d'orange à côté. Oui, voilà, bien sûr, voilà, bien sûr. il vaut mieux manger l'orange entière. Une Entière. pomme, une orange, pourquoi pas. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc la consommation fréquente de jus de fruits est tout à fait capable de favoriser le développement, ou même de provoquer le développement d'un foie gras, parce qu'on apporte des quantités de sucre qui peuvent être très importantes en très peu de temps. C'est très très vite absorbé, il ne faut pas croire que c'est absorbé lentement, c'est très très rapidement absorbé. Or le premier réceptacle de ce sucre qui va être apporté par les jus de fruits, c'est le foie. Et le foie, il va recevoir donc les deux types de sucre qu'il peut utiliser efficacement, qui sont le glucose et le fructose, qui sont dans des proportions différentes selon le type de fruit. On peut avoir égalité, on peut avoir un peu plus de fructose. Dans un fruit plus sucré, on aura plus de fructose. Alors le glucose, il le métabolise directement, mais si la glycémie est déjà élevée parce qu'on a mangé peu de temps avant, eh bien il va le stocker. Le foie va stocker. Le foie va stocker le Sous forme de glucose. sucre. Il va Complexe. le stocker sous forme d'un glucide. J'aime pas utiliser le terme de sucre qui est Oui. biaisé. C'est un glucide complexe qu'on appelle le glycogène. Et donc, ce sont des molécules de glucose accrochées qu'on va pouvoir libérer en cas de besoin si la glycémie descend en dessous d'un certain C'est seuil. ce qu'a découvert Claude Bernard, le patron de la médecine expérimentale, lorsque, dans les années 1886, ça date maintenant, il a pris des animaux décédés, puis il a pris également des humains, il a pris le foie, et dans cette veine porte dont je parlais tout à l'heure, il a mis un tuyau, et puis il a injecté de l'eau. Et puis à la sortie du foie, évidemment comme c'est une éponge, il y a une entrée, il y a une sortie. À la sortie du foie, il a pris cette eau, il a goûté, il dit allez, cette eau elle est sucrée. À l'époque, on ne dosait pas le taux de glucose ni dans le sang ni dans quoi que ce soit. Et donc c'est comme ça qu'il a pensé la fonction glycogénique du foie. Donc première chose, ça c'est très important, on stocke dans le foie des glucides
sous forme de glycogène. Tout à On fait. peut stocker BZF beaucoup ou pas beaucoup? Ben, on a des capacités de stockage qui sont limitées. Ah. Donc selon la taille du foie, selon la taille de la personne, etc., on va être autour d'une centaine de grammes de glucides, de glucose qu'on peut stocker dans le foie. Alors glucose ou fructose, hein. Oui. On peut stocker le fructose. Alors le fructose, c'est particulier parce que le fructose ne fait pas monter la glycémie. La glycémie, c'est le taux de glucose sanguin. Le fructose, il doit procéder à une transformation Dans en le fruit, glucose. c'est fructose. Ah, il y a les deux. Oui, il y a les deux. Ça peut varier. Ouais. Un Ouais. fruit plus sucré contient plus de fructose. La Un banane fruit- a plus de sucre. Elle contient de l'amidon, c'est encore différent. Dedans, ouais. Elle C'est ça. contient glucose, fructose, Qui est amidon. également un glucide. Hein, C'est un glucide bien aussi. sûr. Ouais. C'est un glucide assez proche du glycogène. Donc dans le foie, on peut stocker à peu près une centaine de grammes de glycogène. Sauf que si les réserves de glycogène sont pleines, ce qui est le cas, si on consomme beaucoup de jus de fruits de façon répétée, et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir besoin d'une méthode de stockage plus rentable. Pourquoi ? Parce que le glycogène, à chaque fois qu'on stocke 1 gramme de glucose sous forme de glycogène, on va stocker 3 grammes d'eau, 2,7 exactement. Oui. Donc du coup, pour 100 grammes de glycogène, il faut rajouter 270 grammes De d'eau. flotte. Donc ça prend beaucoup de place. Alors il y a une façon de stocker qui est beaucoup plus rentable, qui occupe beaucoup moins de place, c'est le fait de les transformer en gras. Génial. C'est génial, c'est absolument génial parce Il faut que regarder des oies. voilà, on va transformer en fait, une fois que les réserves de glycogène sont pleines, si on continue de rajouter du sucre, et bien à ce moment-là, on va le transformer en gras. Et plus on consomme donc de jus de fruits, de produits très sucrés, des grandes quantités de pain blanc, de pâte blanche, etc., avec très très peu de fibres, très très peu de légumes, et surtout si on rajoute même un petit peu d'alcool, ça va accélérer ce processus. Ah, donc Et j'ai donc, intérêt pour avoir mon foie gras, ajouter de l'alcool. ça quoi. peut aider, c'est Un pas petit whisky indispensable. par-ci par-là. Même une bière, une même un bière. peu de vin, D'accord. n'importe quelle boisson alcoolisée, parce que le foie, il a plutôt un effet d'inhibition de la synthèse du glycogène. C'est pour ça qu'on déconseille aux sportifs de consommer trop d'alcool. Donc il va freiner cette qualité de stockage du glycogène et favoriser le stockage de gras. Donc quand on travaille avec des sportifs dans le monde de l'endurance, marathon, course à pied, ultra-endurance, cyclisme, etc., quand ils font la coupure de saison, s'ils mangent un petit peu trop de glucides alors qu'ils bougent beaucoup moins et qu'ils font plus d'apéros, ce qu'on peut comprendre parce qu'ils ont une vie de Bien sûr. moine le reste du temps, eh bien ils peuvent prendre beaucoup de poids en l'espace de très peu de temps. En un mois, j'en ai vu un qui une fois avait pris 8 kilos ou 10 kilos, je ne sais plus, en un mois. Ça peut aller très très vite. Bon, il n'était pas très bien psychologiquement, donc il s'était beaucoup défoulé. Ouais. Après, il s'est rattrapé. Mais c'est exactement ce genre de dynamique-là qui peut amener à une stéatose hépatique. Alors, mon stockage, on comprend ça, qu'on stocke du sucre sous forme de glycogène dans le foie. Et si je ne mange pas du tout de sucre, admettons, j'ai une réserve pour combien de jours? Ça dépend du niveau d'activité physique. Alors, il faut savoir Alors, que... pour une activité physique métabolique de base, je dirais. Ouais. Hein. Ben, Je vais au bureau, matin, soir, tranquille, sans trop d'efforts. on ne quoi. peut pas le déterminer de façon très précise parce que le glycogène qu'on va utiliser pour faire un effort physique, ça va être surtout le glycogène musculaire et il sera surtout utilisé sur des intensités élevées. Non, mais je ne fais pas d'efforts. Ouais. Je ne fais pas On- d'efforts. Est-ce que j'ai, pour la semaine, une quantité de sucre dans mon foie qui fait que je vais tenir pour pouvoir prendre des décisions dans mon boulot, pour aller au travail, pour la famille, pour gérer ce que j'ai à gérer? Est-ce que j'ai assez de sucre pour une semaine dans mon foie? C'est très théorique. Dans la réalité, dans le foie, on aurait de quoi tenir, on va dire, entre une demi-journée et une journée, selon le niveau de stress aussi, qui peut donc Qu'un bouffe. solliciter... Qui en consomme. Voilà, selon ce qu'on ramène par ailleurs comme aliment, parce que même le fait de manger des fruits et légumes apporte un petit peu de glucose, c'est des Bien quantités sûr. qui sont faibles, Mhm. mais ça va participer au renouvellement de ces réserves, et ensuite ces réserves, sauf cas pathologiques, bien sûr, notamment les diabétiques de type 1, ces réserves-là ne se vident pas sans qu'il y ait une forme de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elles vont atteindre une sorte de seuil au-delà duquel on va mettre en route des mécanismes de compensation complexes qu'on appelle notamment la néoglucogénèse, c'est-à-dire qu'on va commencer à compenser les pertes en utilisant une autre filière métabolique et on va transformer certaines molécules habituellement utilisées par le foie en glucose
tout simplement. Et on va compenser ces pertes. Et puis si À jamais... partir de ce qui n'est pas du sucre, on fait du sucre. C'est ça, néoglucogénèse, ça s'appelle comme ça. On va compenser les pertes de façon dynamique selon les besoins. C'est un petit peu ce qui se passe d'ailleurs, c'est très à la mode, hein, les fameux régimes cétogènes. On se rend compte qu'on peut réussir à survivre si on est en bonne santé, voilà, si on n'est pas trop maigre, on peut arriver à survivre en ayant une consommation de féculents très très réduite, tout en étant en bonne santé. On va avoir... Féculents, quelques mots sur les féculents. Alors c'est tous les aliments qui contiennent de l'amidon. Donc l'amidon, c'est une molécule qui est constituée de glucose accrochés les uns aux autres. On appelle ça des carbohydrates complexes, des sucres complexes parfois. On pourrait parler de glycogène végétal, quoi, au fond. Oui, c'est un peu le même rôle. C'est une forme de réserve en fait de substrat énergétique. Donc on parle de glucides complexes. Alors certes, ils sont complexes parce que voilà, c'est une molécule qui peut être très volumineuse, tout comme le glycogène, mais elle n'est pas complexe, aussi complexe que ça à digérer. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un seul type ou deux types de ciseaux, mais surtout un type de ciseau, une enzyme qu'on appelle l'amylase, voilà, qui donne toujours le même type de coup de ciseau, donc ça va très très vite. Donc on digère très très rapidement l'amidon quand il est apporté seul. Donc les aliments ultra transformés, souvent on va avoir de l'amidon, des maltodextrines, des choses comme ça. Les maltodextrines, c'est encore plus simplifié que l'amidon. On va beaucoup utiliser ça et donc dans l'ultra transformé, souvent il y a des quantités d'amidon importantes, mais sinon les aliments qui naturellement en contiennent, ça va être la plupart des graines, surtout les céréales et ce qui correspond plus ou moins à l'utilisation. Les céréales du petit déjeuner, se gaver de céréales au petit déjeuner. Alors c'est pas pareil ça. Ouais. Les fameuses entre guillemets céréales de petit déjeuner, ce sont des petits déjeuners qui ont été faits plus ou moins à partir de produits céréaliers, qui sont souvent plutôt pas recommandables. Ouais. Mais le pain, les pâtes, le viennoiseries, blé, ça c'est des féculents. Le riz c'est un féculent. Les blancs. Non, mais tous les riz sont des féculents. Même le sarrasin, c'est un féculent. Il contient de l'amidon, 70% d'amidon, donc ça reste des féculents. Même le quinoa, quelque part, il fait un peu double emploi. On a un peu de protéines, mais on a pas mal d'amidon. Donc il faut être conscient que toutes les graines qui sont capables... La patate. La pomme de terre est très riche en amidon, elle contient de l'eau, elle contient d'autres choses. Mais voilà, et il peut être plus ou moins riche en fibres. Donc avoir une alimentation trop riche en féculents, c'est une erreur qui vient d'une recommandation qu'on a beaucoup fait dans les années 90 en particulier, et on en est beaucoup revenu, mais on a très très longtemps dit qu'il fallait 55% de féculents dans l'alimentation, ou 55% de glucides dans l'alimentation, alors qu'en fait non, c'est beaucoup trop. 55% de glucides, ça correspondra plus au type d'alimentation qu'on va recommander à un athlète sur une très grosse journée d'effort. Donc c'est pas du tout une alimentation qui est adaptée à un rythme de vie, une vie sédentaire. Voilà, et il faut bien sûr, comme tu l'as rapidement dit, se méfier comme de la peste des sodas. Les sodas, alors déjà écologiquement c'est une catastrophe parce que c'est issu de production de sucre qui... Mais il y a addiction au sucre. Ouais. Bien sûr. C'est plus que l'addiction à la cocaïne. Hein. Le sucre est capable de générer une addiction extrêmement forte, et entre 2007 et 2014, il y a plusieurs études françaises qui ont démontré que le niveau d'addiction, ce qu'ils appellent le craving, c'est-à-dire l'attitude de recherche de la substance, est supérieur donc pour le sucre que pour la cocaïne et l'héroïne, il me semble. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait comparable à une drogue. Et dans les sodas, on apporte de très grandes quantités de sucre. Voilà, il ne faut pas croire que les édulcorants améliorent la chose. Oui. Du tout, c'est tout le contraire. Citons-en 2 ou 3 édulcorants. Acésulfame de potassium, stevia et stévioside, ensuite l'aspartame, voilà, le sucralose aussi. Tout ça, c'est bon pour entretenir son foie gras, quoi. Voilà. Alors, il y a un avis de l'OMS qui est sorti il y a à peu près un an, je crois que ça date du mois de mai 2023, qui a clairement dit, publication à l'appui évidemment, que ce n'était pas du tout recommandable dans le suivi de l'obésité, des diabètes, des stéatoses hépatiques, etc. Au contraire, parce qu'il y a un corpus de publications très volumineux depuis suffisamment longtemps qui démontre clairement que ça ne résout rien. Donc n'en prenez pas. Ça ne fait qu'empirer les choses. D'accord. Donc tous les light.
Les trucs zéro, light, sans sucre, etc. Coca Zéro, Coca Light, Peu importe le nom des sodas. Soda Light. Il n'y en a c'est pas ça. un pour récupérer l'autre. D'accord. Ce sont des boissons qui sont clairement mauvaises pour la santé. Je dirais même, même on va dire, on joue toujours sur les mots. C'est très difficile de considérer que un aliment est bon ou mauvais pour la santé tant qu'on ne le met pas dans un contexte précis. Le fait de boire voilà, un fond de coca une fois par semaine ou une fois par an, ça aura un impact Bien très sûr, faible sur bien votre sûr, santé. bien sûr. Par contre, ça correspond à quel type de production, quel mode d'agriculture, quel effet ça a sur la biodiversité, catastrophique, quel effet ça a sur la gestion de l'eau, la production de plastique, etc. Catastrophique, donc mauvais pour la santé, pas de nutriments, mauvais pour la planète, moi je conseille d'éviter. Alors, moi, je prends par exemple au petit déjeuner des galettes de sarrasin ou des crêpes de sarrasin avec de l'huile d'olive. Mm. Je vais faire un foie gras. Je mange du gras. Ben, alors c'est pas l'huile d'olive qui va provoquer un foie gras, déjà parce Donc, que le gras végétal ne donne pas du foie gras. le gras végétal, il va pas être envoyé directement vers le foie, parce qu'il contient des graisses insaturées. Les graisses insaturées, c'est des graisses qu'on ne produit pas si facilement. On produit un petit peu d'oméga 9, des oméga 3 et des oméga 6 par exemple. Dans l'huile d'olive, il n'y a pas d'oméga 3, mais il y a Oui, des il y a du oméga 9. 6 intéressants. Il y a du 9 et du 6, qui ont des rôles fonctionnels particuliers, donc on ne va pas les stocker. Hein, c'est pas parce qu'on mange quelque chose qu'on va le stocker. On va l'utiliser. On va l'utiliser. J'en ai besoin pour mon cerveau. Hein. Ça va être utilisé pour fabriquer des membranes cellulaires, pour fabriquer Voilà. des cellules, pour fabriquer Pour nos tout un tas neurones. de choses. Alors pour nos neurones, mais aussi pour la peau. La Bien sûr. sécheresse cutanée, Tout à fait. c'est un symptôme classique du manque de bonne graisse. Voilà, donc aujourd'hui, ben, pour lutter contre la stéatose hépatique, il faut faire réduire les féculents, réduire le sucre, augmenter l'activité physique, limiter la consommation de boissons alcoolisées, quelles qu'elles soient. Et puis, plutôt consommer, c'est vraiment très favorable de consommer des graisses végétales de qualité, attention, qui contiennent des polyphénols qui donnent un petit peu d'amertume à l'huile d'olive, de la vitamine E qui Très bon peuvent, pour le foie, quoi. oui, excellent pour le foie, qui donne un petit peu de piquant parfois à l'huile d'olive, mais qui sont des antioxydants très 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 puissants, parmi les plus puissants connus actuellement. Ensuite, ben, les autres huiles de noix, de colza, etc. vont compléter en ramenant des oméga 3, mais tout ça, c'est très intéressant à bien des égards. Ça amène de la saveur, donc on sale moins, donc on a plus de goût, plus de plaisir Moi, je ne mets pas de beurre. alimentaire. Je ne suis pas un opposant au beurre, mais Non, moi non plus, mais je préfère l'huile d'olive. Je digère Ouais. mieux. oui, c'est plus digeste. Hein. Alors Ah. c'est là que c'est C'est intéressant. plus digeste. Ça veut dire quoi, c'est plus digeste? Alors, c'est plus digeste dans le sens où ça dépend du beurre et ça dépend ce qu'on fait du beurre. Autant consommer un peu de beurre cru, c'est pas forcément gênant. Mais quand on consomme du beurre et quand on consomme de la crème ou des produits laitiers, on fait peu travailler le foie. Ce sont des graisses qui nécessitent peu de bile pour être solubilisées et pour être ensuite découpées par les lipases du pancréas et absorbées. Donc, ça veut dire que quand on consomme beaucoup de produits animaux, beaucoup de produits laitiers et très peu de ces graisses végétales, donc huile de noix, d'olive, de colza et les graines correspondantes, hein, graines de noix, enfin la graine du noyer, la noix, les graines de tournesol, de courge, de chanvre, etc. Quand on consomme plus de produits animaux que de produits végétaux, du côté des aliments gras, eh bien, on sollicite peu la vidange de la vésicule biliaire. Et c'est des modèles alimentaires que tu connais bien qui sont parmi les facteurs de risque du développement de cailloux dans la vésicule. La les fameuses... lithiase de la vésicule biliaire. Voilà. Que de personnes en ont, c'est effrayant. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est lié justement à une consommation excessive, en particulier des produits laitiers. Donc, moi, je ne risque rien en mettant de l'huile d'olive sur mes tartines. Non, Voilà. je dirais même au contraire, tu favorises une chasse biliaire. Une chasse donc, biliaire, une voilà. contraction. Et à Elle se chaque- contracte. Et à chaque chasse biliaire, le foie, il excrète la bile. La bile, elle est utile pour la digestion des graisses, pour solubiliser les graisses, pour favoriser l'action des enzymes de digestion des graisses que produit le pancréas. Mais c'est aussi une voie d'élimination des substances toxiques. Bien sûr. Le foie, c'est un filtre métabolique extraordinaire qui synthétise des molécules, qui en transforme d'autres, qui les détoxifie, les neutralise, les élimine. Et la voie d'élimination, elle est en très majoritaire partie par la voie biliaire et digestive qui, en plus de ça, active le transit. Donc, on active le transit, on ne garde pas
pas trop longtemps les matières fécales, du coup il y a un nettoyage qui se fait régulièrement, aussi bien pour l'intestin que pour le foie. Et stimuler la vésicule biliaire, alors il faut faire ça avec prudence quand on a une lithiase biliaire, qu'on n'ait pas de problème après. Mais s'il y a des cailloux dans la vésicule, il ne faut pas trop les garder, quoi. Non. Ça c'est sûr. C'est sûr, il n'y a pas de moyen de les faire fondre, sauf si c'est des tout petits qui peuvent passer à travers les canaux, parce que ces canaux sont quand même de quelques millimètres de largeur pour le passage. Donc si vous avez un caillou qui fait 1 centimètre cube, il ne passera pas. Donc, alors très souvent la question c'est, mais ils ont qu'à m'enlever le caillou et la vésicule je la garde. Réponse non, parce que vous allez en refaire. Donc c'est pas la peine, on peut vivre sans vésicule biliaire, mais la vésicule biliaire est une assistante du foie, assistante extrêmement utile et efficace. Bon, alors on a vu le foie gras, on va peut-être passer maintenant à l'hépatite virale, aux séquelles des hépatites virales. Donc il y a des virus de l'hépatite, il y a le A, il y a le B, il y a le C, il y a le D, il y a le E. Bon, on ne finit pas de trouver des virus qui sont capables de donner de l'inflammation au niveau du foie. Donc l'objectif, entre guillemets, du virus, c'est d'aller se mettre, comme on l'a vu avec le coronavirus, dans une cellule, et puis ensuite d'aller mettre le feu à cette cellule et de le passer à d'autres. Je simplifie un petit peu les choses, ce qui fait que moi, j'ai eu personnellement une hépatite virale à un moment où n'existait pas le vaccin contre l'hépatite B, et c'est en intervenant chirurgicalement chez une patiente à l'époque, je ne portais pas de lunettes de protection, maintenant on en porte, et j'ai eu un jet de sang sur la muqueuse de l'œil. Exactement, une quarantaine de jours plus tard, je développais une hépatite virale, j'étais jaune, fatigué, un gros foie, etc. Bon, et ça, c'était lié au virus de l'hépatite B qui m'était passé par le sang venant d'une malade et touchant une de mes muqueuses. Aujourd'hui, nous avons le vaccin contre l'hépatite B, et Dieu sait que je suis favorable à ce vaccin pour des personnes dont la profession les met en contact avec le risque du sang humain qui peut être porteur de ce virus. Ça veut dire les pompiers, les chirurgiens, les infirmiers, les infirmières, tous ceux qui sont donc en contact avec le sang humain. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on puisse vacciner dès l'âge de 2 mois un enfant contre une hépatite B, à moins que sa maman ou son papa soient eux-mêmes porteurs du virus de l'hépatite B. Et là, il n'y a aucun doute, il faut le faire. Donc là, il y a incontestablement quelque chose d'important, de nouveau, c'est la vaccination contre l'hépatite B. Récemment, je recevais un message d'une personne qui part très loin à l'étranger et qui me disait est-ce qu'il faut que je me fasse vacciner contre l'hépatite A? Alors, l'hépatite A, c'est pas au contact du sang, c'est par l'alimentation. Je dis, écoutez, si vous ne l'avez pas été, vous pouvez rechercher les anticorps que vous avez peut-être dans le sang déjà et qui fait que vous avez été en contact avec le virus et que votre système immunitaire a fabriqué l'anticorps anti-hépatite A, vous n'avez pas besoin de vacciner. Si vous n'en avez pas, ben oui, logiquement, faites-vous vacciner. Ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Bon, voyez, donc ça, ce sont des données importantes. Alors, face à une hépatite, le foie est fatigué. Le foie est fatigué, donc il peut y avoir la nictère, c'est ce qu'on appelle la jaunisse, la bile diffuse pas bien, et ce qui est important, c'est d'aider cette personne à avoir une alimentation de régénération. C'est-à-dire les cellules hépatiques qui ne sont pas toutes atteintes par le virus, comment faire pour qu'elles aient un rôle de régénération, de finir le travail négatif que le virus est capable de leur donner pour repartir sur une bonne base. Parce que, faut savoir une chose, et ça c'est extrêmement intéressant, nous refaisons notre foie régulièrement. Si on fait les papilles de la langue à peu près tous les 10 jours, eh bien notre foie on ne le refait pas. Tous les combien? 10 jours, sûrement pas. À peu près 1 an, 1 an et demi. Ça veut dire qu'un foie normal, toutes les cellules se renouvellent. Une cellule va vivre 1 an et demi, et au bout d'1 an et demi, il y en a une autre qui remplace. Alors, ce n'est pas que tout d'un coup, les cellules sont altérées et du jour au lendemain, on va refaire son foie. Non, mais ça veut dire que quand on a une hépatite, il va y avoir un peu de temps pour que le foie se régénère. Là, conseil du nutritionniste, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. C'est un conseil qui peut être appliqué dans beaucoup de situations, notamment quand on a des patients dont le foie est fragilisé par des traitements qui doivent impérativement suivre, notamment en cancérologie.
les chimiothérapies sont très toxiques pour le foie. Après, dans les maladies cardiovasculaires, après un infarctus, etc., il peut y avoir des traitements aussi qui représentent une toxicité pour le foie, qui est suivie par Qui est nécessaire. Oui, oui, c'est ça. Il faut savoir ce qu'on veut. Et puis, c'est, je veux dire, pris en compte par les médecins qui font régulièrement des contrôles, des bilans hépatiques. Voilà. Et dans le cadre des pathologies métaboliques, aussi d'ailleurs, il y a des suivis de ce genre-là. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour favoriser, je dirais, la régénération du foie? C'est éviter de lui amener des éléments qui soient pro-inflammatoires. Donc, premier réflexe, l'alcool, c'est une substance, l'éthanol, c'est une substance toxique. Il n'y a rien à faire. Et elle va être prise en compte par le foie comme une substance toxique. Donc, on va bien sûr limiter la consommation non alcool. de boissons alcoolisées. Dans la période où le foie n'est pas bien, il faut éviter. Ça, c'est sûr, c'est une première chose. Deuxième chose, tout ce qui va demander trop de travail au foie. Donc les aliments transformés, hors du biologique, ou en tout cas des choses qui peuvent être assez fiables, on va chercher à éviter tous les aliments ultra transformés, tous les aliments industriels, pour éviter de lui donner trop de travail. On va éviter les grandes quantités de sucre, etc. On va beaucoup penser à s'hydrater, manger beaucoup de fruits, de légumes, surtout des légumes verts en particulier. On peut aussi apporter des tisanes parce que phytothérapie. On a toute une pharmacopée en fait présente dans la nature qui est connue depuis très longtemps, sur laquelle il y a beaucoup de recul et pas mal de publications scientifiques aussi, qui montrent que beaucoup de plantes sont intéressantes pour assister le foie. Il y en a qui sont plutôt hépatoprotectrices, il y en a qui sont plutôt stimulantes de la détoxication, donc on dit cholérétiques, et d'autres qui sont plutôt... Qui permettent de fabriquer la bile, quoi. Voilà, qui permettent de fabriquer la bile. La fabrication de la bile, c'est le processus de détoxication qui se fait en plusieurs phases. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, il y a l'effet cholagogue, c'est-à-dire contraction de la vésicule biliaire, un peu comme une poire. Qui se vide, oui. Voilà, qui se vide. Donc, il y a beaucoup de plantes intéressantes pour ça, qui sont quelques-unes l'artichaut. De très, très bons outils. Alors, l'artichaut, il est cholérétique, donc détoxifiant et cholagogue. On y va. Il est surtout cholagogue, d'ailleurs, plus que cholérétique. On a le radis noir, qui est plus cholérétique que cholagogue. On a le pissenlit, qui est à la fois cholérétique et cholagogue. Alors, précise, cholérétique, ça veut dire, et cholagogue, on détoxifie, et cholagogue, on excrète la bile. Voilà. Donc ça active le transit. Voilà. On peut avoir des patients d'ailleurs qui sont constipés parce que leur foie ne se draine pas bien, et quand on les draine, ça peut redémarrer d'ailleurs parfois un peu trop vite. Donc dans ces cas-là, on essaie de les guider pour développer ça quand même, pour relancer le foie et le transit de manière à ce que ce ne soit pas désagréable non plus. Et d'ailleurs, quand on a la jaunisse, on a des selles qui sont claires. On parle de selles grisâtres et non pas de couleur naturelle marron. Pourquoi ? Parce que justement, la bile, elle est passée dans le sang. Et passant dans le sang, on a les yeux jaunes, on a la peau jaune, on est fatigué parce que cette bilirubine, c'est le taux qui monte dans le sang, fatigue également le cerveau. Et en même temps, je dirais que ce soit le foie gras ou que ce soit une hépatite virale, eh bien, c'est un temps de fatigue important. Là, on est sur des signes cliniques. Mais il y a quelques signes biologiques dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui sont les enzymes. Je me souviens que quand j'ai fait mon hépatite virale, je ne le savais pas, bien sûr, je ne m'en doutais pas, et j'étais en train d'opérer, et un de mes internes qui m'aidait me dit « Monsieur, vous êtes jaune ». Alors je lui réponds que je ne suis pas d'origine asiatique. Et puis, quand même, en sortant de salle d'opération, j'étais un peu fatigué, bien sûr, mais ça me paraissait naturel. Je vais voir une infirmière, je lui dis, dites-moi, mademoiselle, est-ce que j'ai vraiment les yeux jaunes? Alors, elle me dit, oui, monsieur, vous êtes tout jaune. Oula! Ah ben, donc, il a raison, l'interne. Donc, je fais quelque chose qui est un ictère. Alors, un ictère, ça peut être un cancer du pancréas, par une tumeur pancréatique. Bon, étant cancérologue, je sais ce que c'est. Ou bien, c'est une hépatite. Et je n'ai pas du tout pensé à hépatite. Bon, j'avais des douleurs articulaires assez importantes, ça aussi, on a des arthralgies, des douleurs au niveau, je me souviens, mes doigts, pour opérer ça m'était difficile, au niveau des articulations, des épaules, des coudes, etc. Et j'avais un taux d'enzymes hépatiques qui était très élevé. Les TGO, les TGP, les gamma-GT, peu importe, ne rentrons pas dans le détail, mais ça c'est un facteur important quand même du suivi. Oui, c'est vrai que c'est important, ça permet de voir qu'il y a un début de cytolyse hépatique, c'est-à-dire de destruction des cellules du foie liées à l'inflammation, et du coup les enzymes qui sont normalement présentes surtout dans les cellules hépatiques sortent dans le sang. Donc on est censé avoir un taux plutôt faible, et on peut donc le suivre de fait. Mais il faut rester prudent parce qu'on peut être en stéatose hépatique, donc avoir un foie gras,
assez vite, hein, sans forcément avoir un surpoids important, surtout si vous faites une bringue d'enfer, quoi. Hein. Ouais. Voilà, Alcool, pâtisserie, et tout réussite ce qu'on veut. d'examen, Ouais. voilà, avant c'était la quille pour les gens qui finissaient le service militaire, on fêtait ça dignement. Bon, puis après ça on redevenait raisonnable, donc la stéatose passait rapidement, parce que la stéatose est réversible, il faut bien Oui, affirmer ça. heureusement, Il ne faut heureusement. pas que ça dure, sinon ça peut être dangereux. Hein. La stéato-hépatite chronicisée qui n'a pas été prise en charge, ça débouche soit sur une cirrhose, soit sur un cancer Alors, c'est du ce qu'on foie. appelle NASH. Explique-nous NASH, c'est quoi? Alors ça a changé de nom. Avant on parlait de NASH, c'était Non-Alcoholic Steatohepatitis. Donc c'était la stéatohépatite non-alcoolique. Maintenant on dit MASLD. Donc Métabolique. c'est Metabolic C'est Dysfunction. pour pas culpabiliser. Oui, mais c'est sûr, je pense qu'il y a plus que ça derrière. Oui, c'est vrai qu'on a toujours peur de stigmatiser les patients en suggérant que Alcoolique ou pas. ils sont alcooliques. Quand on a un taux de transaminase qui commence à augmenter, bah, parfois il y a des médecins généralistes qui disent arrêtez de picoler. Puis bon, et en même temps, ils n'ont pas beaucoup de temps pour discuter avec les patients. Oui. Puis les patients, ils sont là Je picole avec pas. une bouche quoi. comme ça. Pourtant, je bois pas d'alcool, je suis sobre comme un chameau, je comprends pas l'histoire. Et en fait, le problème n'est pas lié à l'alcool. Excellent, excellent. Par contre, il y a des situations un peu intermédiaires où il y a une alimentation qui est excessive, effectivement, mais peut-être pas très très excessive, et il y a une consommation d'alcool, même minime, qui Oui. vient en appui et qui favorise les choses. Donc le problème de fond, c'est pas tant qu'il y ait de l'alcool ou pas, c'est qu'il y a une dysfonction métabolique clairement générée par des habitudes alimentaires, alcool ou pas, qui sont Bien sûr, donc bien à sûr. l'origine de tout ça. Alors, on a parlé de l'hépatite A, voie digestive, hépatite B, voie sanguine, que ce soit l'infirmier, le pompier, le médecin. Il y a aussi la voie sexuelle, hein, parce que ça peut passer par là. Et puis, il y a la hépatite C, je ne veux pas parler des autres, ça serait trop long, mais l'hépatite C, c'est plutôt la piqûre du drogué, hein, il faut être clair. Ce sont des gens qui, malheureusement, sont des gens qui souffrent énormément dans leur personnalité et qui se retrouvent, je dirais, en addiction de drogue, qui ont commencé par des petites et puis ça a été crescendo. Et là, nous avons des traitements aujourd'hui qui sont quand même des traitements lourds contre l'hépatite C. Mais en même temps, ça veut dire qu'il faut aider cette personne à sortir de ses addictions concernant le risque de voir se multiplier ce virus de l'hépatite C dans le corps. Voilà, nous arrivons déjà à 3/4 d'heure de discussion, ce qui est quand même pas mal pour que les gens nous écoutent. Il ne faut pas aller trop loin. Vous voyez, on a à peine parlé des cancers du foie. Il y a le cancer primitif qui est d'origine alcoolique, pas toujours. Cancer primitif avec en même temps la possibilité de voir apparaître une cirrhose, c'est-à-dire la cirrhose en général c'est une cirrhose liée à l'alcool. Toutes les cirrhoses ne sont pas alcooliques, il faut être honnête là-dessus. Et puis vous avez également les cancers secondaires du foie, quelqu'un qui a par exemple un cancer, une personne qui a un cancer du sein ou qui a un cancer du côlon, du rectum. Il faut bien comprendre que les cellules qui sont au niveau du sein, par exemple, ou au niveau du côlon, du rectum, du rein ou d'ailleurs, peuvent partir dans le sang, soit par voie lymphatique, ça c'est la lymphe, soit par voie sanguine, et aller se nicher dans le foie, où le foie est un filtre. Mais c'est un filtre qui peut être, je dirais, utile pour tuer les cellules cancéreuses qui arrivent. Je vais donner un exemple très précis. J'étais hier en conférence dans un grand salon à Besançon, est venu me saluer un homme que je ne reconnaissais pas du tout et qui me dit son nom. Puis là, je ne vois pas non plus avec son nom et il me dit « Vous m'avez opéré il y a 18 ans, mais que je vous ai-je fait ?» Eh ben, il me dit, j'avais un cancer du rectum, vous m'avez fait faire des rayons, vous m'avez fait faire de la chimio, et j'avais aussi des métastases hépatiques et vous m'avez enlevé une partie du foie. Et je lui dis, eh ben, vous avez refait votre foie et vous avez l'air d'être en pleine forme. Elle me dit, oui, je suis en pleine forme. Et est-ce que c'est vraiment utile que j'aille au centre anticancéreux tous les ans pour me faire contrôler? Je lui dis, non, vous êtes guéri, mon ami, je vous signe la guérison, voilà. Et je ne suis pas pu signer puisque je ne suis pas docteur encore jusqu'au 31 décembre 2025. Mais bon, ça m'a fait plaisir de voir cet homme. Et vous voyez, ça veut dire que même avec des métastases hépatiques, ce qui est important, c'est de bien comprendre que le cancer primitif doit être enlevé. C'est-à-dire le cancer, il était sur son côlon ou sur son rectum, bon, il va dans le foie, vous le découvrez au moment du diagnostic, vous intervenez chirurgicalement, vous faites en plus ce qu'il faut, la radiothérapie, la chimiothérapie, et ce bonhomme va s'en sortir parfaitement. Bon, donc il ne faut pas se décourager face à ça, d'autant plus que nous avons, on va terminer par là, des chimio-immunothérapies extrêmement efficaces.
qui deviennent progressivement, je dirais même, des vaccins. On a des vaccins qui sont en train d'arriver, je m'en méfie parce qu'on n'a pas encore de recul, mais qui sont des vaccins à donner pour éviter une récidive. On le voit pour certains cancers, mélanome malin, cancer du rein. On est en train de nous parler des cancers même du pancréas. Je me méfie, on n'a pas suffisamment de recul. C'est pas impossible que ça vienne, il faut avoir l'esprit ouvert. Et donc, ces chimio-immunothérapies, quelques mots, toi qui en vois, puisque je t'envoie des patients atteints de ces choses-là pour que tu leur donnes des conseils, non pas pour arrêter les chimio-immunos, mais pour être rigoureux dans ces traitements, mais comment les supporter plus facilement. On va revenir sur une alimentation qui donne le moins possible de travail au foie, ça c'est certain. Foie au repos. Donc le plus possible le mettre au repos. Alors on est confronté à des symptômes typiquement hépatiques comme des nausées. Des nausées oui. Très violentes, pas faciles à supporter évidemment, hein, c'est vraiment voilà, psychologiquement difficile à supporter déjà au départ, mais ça aussi ça complique les choses. Donc le soutien psychologique va avoir beaucoup d'importance, mais du côté de la nutrition, avoir une alimentation qui demande peu de travail au foie, ça c'est quelque chose qui a son importance, et je dirais d'une manière générale peu de travail aussi au système digestif qui est très sensible aux effets des chimiothérapies. Il y a des effets indésirables digestifs qui sont connus, qui sont pris en compte. Hein. Le corps médical a beaucoup de réponses à tout ça. Et du côté de la nutrition, eh bien, la préoccupation numéro 1, c'est d'éviter une perte de poids injustifiée ou trop rapide qui peut affaiblir le patient. Ça, c'est très important. Donc, on piste en milieu hospitalier, la dénutrition protéique, et c'est important d'y être attentif et de l'anticiper. Et en même temps, d'un autre côté, c'est toujours un peu à double tranchant. On sait que le fait d'être en obésité augmentant le risque de récidive de beaucoup de cancers, pour ne pas dire tous, il ne faut pas garder du tissu adipeux inutile, quoi. Faire fondre le gras inflammatoire, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on va dire que chaque chose en son temps, la première priorité, c'est supporter le traitement. Et pour supporter le traitement, il faut être très prudent sur les conseils de supplémentation qu'on pourrait recevoir. Il y en a très très peu qui peuvent être utilisés. D'une manière générale, les oncologues sont très méfiants avec les compléments alimentaires, ce que je trouve juste. Les choses à éviter, c'est les multivitamines, les antioxydants, etc. Voilà, ça n'a rien à faire dans ce genre de situation-là. Ça peut être très contre-productif et ça peut même contrecarrer la toxicité de la chimiothérapie. C'est un traitement qui est toxique, mais c'est une toxicité qui est maîtrisée. Et cette toxicité, elle est nécessaire pour tuer les cellules malades. Donc, tous les compléments alimentaires qui apportent de grandes quantités d'antioxydants, de vitamines, etc., c'est pas le moment, c'est pas le sujet. Interdit. Interdit, ça c'est sûr. Par contre, il y a un élément, une plante intéressante. Alors, avant ça, la première chose qui est très utile et qu'on peut utiliser dans toutes les situations, ce sont des probiotiques, je dis bien strictement bactériens. Il faut être très attentif à ça aussi. Il y a une contre-indication connue depuis très longtemps à l'utilisation de l'ultralevure en cas de chimiothérapie, parce qu'elle est capable d'envahir la chambre implantable, qui est le dispositif d'injection de la chimiothérapie. Donc elle peut s'implanter dedans et elle peut coloniser l'organisme d'un patient très immunodéprimé, et donc il y a un risque très important à utiliser. Pas d'ultralevure, ça c'est clair. Donc jamais d'ultralevure, jamais de. Donc la souche s'appelle Saccharomyces boulardii, qui est totalement interdite dans ce genre de situation-là. En revanche, les probiotiques strictement bactériens, avec des bifidobactéries, des lactobacilles et quelques autres souches, ce sont des souches qui ne sont pas capables de déclencher un problème infectieux. Et qui sont capables au contraire d'éviter le développement de mycoses buccales qui sont fréquentes dans ces cas-là et peut-être digestives aussi. C'est-à-dire candida albicans dans la bouche, c'est très pénible. Voilà, c'est très pénible, ça peut être très gênant, il y a d'autres mycoses qui peuvent se développer, donc ça peut rendre la capacité à s'alimenter très très compliquée pour les patients. Donc les probiotiques de qualité strictement bactériens avec ces familles de bactéries sont très intéressants et sont sans contre-indication dans le cadre des chimiothérapies. Je voudrais terminer sur une plante. Oui. Il nous reste quelques minutes. Hein.
la chimiothérapie est toxique pour le foie, mais ce n'est pas le moment de faire une détox. Donc on n'utilise pas de plantes comme le pissenlit, l'artichaut, le radis noir, etc. Ce n'est pas le sujet. On mange beaucoup de fruits et légumes, on peut manger de la roquette, etc. Des fibres, mais aussi des vitamines, des choses qui nourrissent un bon microbiote. On se méfie du sucre, on n'oublie pas d'avoir des apports protéiques corrects. Voilà. On parle beaucoup d'une plante qui est une hépatoprotectrice. Très important, je répète, hépatoprotectrice, ça veut dire qu'il protège le foie. Oui, il faut tempérer ça un petit peu. Elle s'appelle Desmodium ascendens. C'est une plante qui a été découverte, je crois, dans les années 70 et qui est capable de diminuer l'inflammation du foie. Voilà, très peu toxique. Moi j'en ai pris pour mon hépatite virale, hein, ça a été génial. Hein. Oui, très certainement. Alors cette plante qui est une plante de la pharmacopée traditionnelle africaine, elle est de fait hépatoprotectrice, mais maintenant que les chimiothérapies avancent, jusqu'à il y a peu de temps, avec toutes les chimiothérapies, chimio stricto sensu, j'avais pas de problème, il n'y avait pas de difficulté à conseiller le Desmodium ascendens, éventuellement avec des oligo-éléments, c'est pas gênant. C'est en ampoule, ça peut être en ampoule, en flacon, en gélule, bon, il y a beaucoup de possibilités, mais Desmodium ascendens, seul, pas combiné à d'autres plantes. Ceci dit, très important, assez régulièrement, je crois que les plantes hépatoprotectrices ont un effet de protection du foie en inhibant la première phase de la détoxication. Et dans le cas de certaines nouvelles chimiothérapies, les chimio-immunothérapies, on peut augmenter leur toxicité avec le desmodium. Donc, parfois, il faut être prêt à ne pas l'utiliser. Ça dépend de l'immunothérapie que l'on donne. Ça dépend de l'immunothérapie, voilà. Donc, il faut aller regarder spécifiquement. Mais, quel type d'anticorps monoclonaux? Voilà, je pense que c'est de cet ordre-là. Donc, ça m'est arrivé une fois pour une récidive de cancer de la peau d'avoir une réponse de la patiente. L'oncologue m'a déconseillé ça. Donc, j'ai cherché un peu dans la littérature scientifique et j'ai vu que de fait, ça avait un effet inhibiteur sur le métabolisme de ce traitement-là particulier. Donc, dans ces cas-là, si on ne sait pas, il vaut mieux éviter. Ça ne nous empêche absolument pas de prendre des tisanes. Les tisanes sont suffisamment peu dosées. Boire beaucoup. Drainer. Beaucoup boire. Voilà. Mais tisane de romarin avec un petit peu d'écorce de citron, si vous le supportez bien, c'est bon pour le foie et ça n'est pas un inhibiteur. C'est pas un antioxydant qui va bloquer la chimio-immunothérapie, du moins son efficacité. Voilà. Et puis après, il faut être attentif aux consignes vraiment absolues qui peuvent être données par le corps médical. Bon, un grand merci. Je dirais, n'oubliez pas, si vous êtes dans un métier où vous êtes au contact du sang, la vaccination contre l'hépatite B est obligatoire. J'espère qu'un jour, les fabricants comprendront que l'aluminium qui est à l'intérieur n'est pas vraiment utile, puisqu'il n'y a pas une seule, je dirais, réaction métabolique dans notre corps d'humain ou dans le corps même de l'animal pour qu'il y ait de l'aluminium dans notre corps, qu'il soit nécessaire. Je vois que l'aluminium a disparu des vaccins vétérinaires. Il est toujours présent dans les vaccins pour les humains. Autant je suis favorable aux vaccins, autant je suis défavorable à la présence d'aluminium. On peut le remplacer, on le sait parfaitement, et je sais que des labos comme GSK et Sanofi travaillent actuellement, j'espère qu'ils nous écoutent, pour utiliser des adjuvants végétaux, ou bien revenir à l'adjuvant, je dirais, le plus utilisé par la France au départ, c'est les Américains qui nous ont fait faire des bêtises en mettant de l'aluminium comme adjuvant, qui est le phosphate de calcium. Voilà, écoutez, votre foie a besoin d'amour, vous l'avez compris, et vous avez compris combien l'alimentation est importante. Essayez de ne pas attraper les virus, ni le A, ni le B, ni le C. Restez en bonne santé, tous nos voeux, et à très bientôt pour revenir sur des sujets de santé qui vous intéressent pour vous et vos familles. Merci beaucoup.